Salut Alex, merci de prendre du temps pour moi, c'est vraiment sympa. Eloane. Écoute, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc moi c'est Alex, j'ai 26 ans, je suis kiné préparateur physique, j'habite Saint-Malo et je pratique l'ultra-trail. Donc, Ok, super. Et tu fais de l'ultra-trail, donc ça va être notre sujet aujourd'hui, depuis longtemps? Alors, ça fait 2 ans, on va dire, que je fais vraiment des longues distances, enfin des distances de plus de 100 km. Après, à la base, je viens du foot, donc j'ai joué au foot pendant toute mon enfance jusqu'à 18 ans. Et puis, quand je suis rentré en études supérieures, ça devenait compliqué de continuer à m'entraîner, de suivre les entraînements de foot. Et donc, en fait, progressivement, je me suis mis à la course à pied. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que je détestais courir quand je faisais du foot. J'étais le premier à râler quand il fallait faire un tour de terrain. Et en fait, j'ai tout de suite accroché avec la course à pied. En fait, ouais, le sentiment de liberté que ça provoquait, le fait de pouvoir m'entraîner quand je voulais. Et donc en fait, très vite, j'ai accroché avec ce sport. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus. Au début, c'était vraiment juste, je courais parce que j'aimais ça. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé voilà, m'entraîner un petit peu plus. Ok. Et au début, tu étais peut-être plutôt sur la route ou alors tu tout de suite basculé sur le trail? Alors, je suis directement allé sur le trail. Vraiment, ouais, c'est courir dans la forêt, sur les petits chemins qui m'a tout de suite plu. Ouais. Et la route, en fait, je l'ai vite délaissée, quoi. Dès que moi, j'habitais à Rennes, je faisais mes études à Rennes quand j'ai commencé à courir. Et en fait, dès que je pouvais, je quittais la route pour sortir de la ville et aller directement sur les sentiers. Donc, j'évitais vraiment au maximum la route. Et mes premières compétitions, d'ailleurs, ça a été directement sur du trail et pas sur la route. Ouais. Et t'as vite fait de la compétition? Ton premier dossard, c'était assez rapidement? Mon premier dossard, ça a été en fait grâce ou à cause de mon tonton, parce que en fait, il s'était inscrit à un 27 km. Donc lui, il court encore et il court depuis plus longtemps. Il courait depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc 27 km, ça lui faisait pas du tout peur. Moi, il m'a chauffé pour motivé pour faire cette course. Finalement, j'y suis allé sans vraiment avoir un entraînement adapté. Ouais. Donc ça a pas manqué. La fin de course, ça a été un calvaire. J'ai eu des crampes comme pas possible. Mais j'ai fini. Et là où ça aurait pu me dégoûter en fait de la course à pied, au contraire, ça m'a motivé. Et à la fin de la course, je me suis dit, mais c'est trop bien ce sport en fait. C'est trop cool et j'ai envie de refaire ce type de course, mais de revenir beaucoup plus entraîné. Ouais, t'es prêt. Tu vois, c'est marrant, moi, mon premier dossard, c'était aussi une course où je n'étais pas préparé. Bon, c'était sur route et c'était un marathon l'année dernière. Ok. Euh, c'est Et ça s'est bien Jacob. passé ou? Ouais, ouais, ça s'est pas trop mal passé. Et c'est Jacob qui m'a mis dans l'histoire. Donc, tu vois, c'est marrant que ce soit lui qui nous mette en relation aujourd'hui. Ouais, carrément. Ouais. Assez marrant. Et donc, ça, cette première course, c'était il y a combien de temps pour toi? Et cette première course, il me semble que c'était 2019, si je dis pas de bêtises, donc c'était il y a 5 ans. Ok. Donc voilà, donc il y a 5 ans, donc j'avais 21 ans, donc il y a eu 3 ans de transition en fait entre l'arrêt du foot et début de la course à pied. Où au début, bon, c'était pas une pratique, enfin c'était une pratique régulière tout de suite, mais pas aussi intense que maintenant. Et donc il y a eu 3 ans qui sont passés avant ma première compétition quand même. Ok. Mm. Et donc aujourd'hui, justement, donc tu as encore approfondi, j'ai envie de dire, ta pratique. T'en es où? Maintenant, tu fais beaucoup de courses. Et globalement, comment est-ce que tu t'entraînes? Tu as un gros volume à la semaine? Ou au mois? Je sais pas comment tu vois ça d'ailleurs. Ouais, alors à la semaine, maintenant, je suis entre 100 et 120 km par semaine. Je m'entraîne tous les jours, quasiment, à Ok. part certains jours où je sens que j'ai besoin de récupération, mais sinon, même quand j'ai besoin de récupération, je vais courir et je fais juste moins long. Et après, en termes de qualité d'entraînement, je m'entraîne de manière polarisée. Je sais pas si ça te parle, Elwan. Non, dis-nous un peu plus. Je En suis encore un gros, débutant dans la course à pied, alors. En gros, je fais 80-90% d'entraînement à très faible intensité, enfin très faible, à relativement faible intensité, qui correspond en fait à mon endurance fondamentale, quand on parle de F, c'est ça. Et en fait, c'est une intensité qui est assez faible, mais qui correspond finalement à mon allure de course sur les ultras, donc sur les 100, 150 km. Ouais. Et donc, c'est une allure que je suis capable de tenir assez longtemps, donc 15, 20, 25 heures. Et donc, je m'entraîne principalement à cette allure-là. Et les 10
ou 20% qui restent, je vais être à très haute intensité ou à haute intensité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le fractionné. Donc, soit je fais ça sur piste, soit je fais ça voilà, juste en changeant les allures sur mes sorties. Ok. Mais ouais, du coup, c'est polarisé parce que je fais pas vraiment d'intermédiaire. Soit je vais à une très haute vitesse, soit je vais à une vitesse qui est assez faible. Ouais, ok, tout à fait. Très bien. Et alors, justement, sur ce mode d'entraînement, c'est parce que, toi, j'imagine que ce qui rythme ton année, c'est aussi les courses avec Dossard. Et comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu commences la saison en fixant tes courses qui te motivent et après tu crées ton entraînement? Ou alors, comment est-ce que tu crées ton année, toi? Ou, enfin, peut-être pas l'année d'ailleurs, mais... Ouais, bah je fais beaucoup de courses quand même. En une année, j'ai un calendrier bien chargé. Généralement, enfin bien chargé, ça fait que 2 ans hein, que je fais de l'ultra trail, mais on va dire cette année a été très chargée. Et ce qui fait que je planifie en fait mes courses en début de saison. Souvent, je fixe 3 objectifs, 3 gros objectifs. Et en fonction de ma forme, je vais rajouter quelques courses intermédiaires. Ok, Donc, finalement, là, je suis déjà à 4 ultras cette année et un cinquième là ce week-end. ok. Donc, en fait, là où en début de saison, je pensais en mettre que 3 et j'en ai rajouté 2 au fur et à mesure de la saison. Ouais. Donc, mon planning, je pourrais pas te dire que je le planifie vraiment en début de saison. Ouais. Il est très variable et il change en fonction de ma forme. Ok, ouais, en fonction de ton ressenti, de ton état de fatigue, etc., quoi. Exactement. Mais Et vas-y. vas-y, vas-y. Bah, non, j'allais te dire que je mets quand même des blocs, du moins en début de saison, avec bah, une augmentation progressive de la charge. Après, comment, un petit peu de fractionné, et je commence avec des courses généralement un petit peu plus courtes, autour de 50 km, pour après aller vers les 100 km et 160 ou 150 km pour finir sur ce qui correspond généralement à mon gros objectif de la saison. Ouais, ok, tout à fait. Et alors, du coup, cette année, enfin, cette saison-là, tu disais que tu avais planifié trois gros objectifs. C'était quoi? Alors en début de saison, c'était la Tarawera. C'est une course en Nouvelle-Zélande, donc c'est un 100 miles, c'est 165 km. Ok. Ouais, autour du lac Tarawera, en fait. Ça part de Rotorua, qui est une ville au nord de Nouvelle-Zélande. Non, ça part pas, c'est l'arrivée à Rotorua, pardon. Mais enfin, voilà, c'est dans le nord de la Nouvelle-Zélande. La deuxième course, c'était en Corse. C'était l'Ultra Trail di Corsica. Ok. C'était un 110 km, donc avec 7000 de dénivelé positif. Et la dernière, c'était la TDS que j'ai fait il y a 3 semaines. Mhm. Donc c'est la trace des Ducs de Savoie et c'est sur l'événement UTMB. Et Ouais. là, c'était 150 km et 9005 de D+. Ok. Ouais, donc ça envoie quand même. Bah, ouais, ça fait des beaux objectifs. Ça fait des belles courses dans la saison. Ouais. Ouais. Top. Et alors, sur les trois, là, c'est laquelle qui était la plus difficile? Alors, la plus difficile, bah, sans hésitation, c'était en Corse. Ouais. Ouais, parce que bah, je sais pas si t'es déjà allé en Corse, Eloane. Ouais. J'ai fait le GR20, moi, mais en randonnée. Ouais, bah voilà, bah t'as fait le GR20, donc tu vois un petit peu. Et en fait, il y a une quarantaine de kilomètres sur le GR20. Ok. La partie entre juste après le lac Shinto, Ouais. donc voilà où on descend en fait vers bergerie de Ballonne Ouais. et toute la partie voilà jusqu'à la bergerie enfin jusqu'au lac Capitello. On suit Ok. le GR20 en fait et donc c'est toute une partie assez technique sur le Ouais. GR20, Ouais. pas facile du tout et donc il y a beaucoup de cailloux sur tout le parcours, beaucoup de dénivelé, des descentes très raides. Ouais. Et en plus de ça, il y a la chaleur. Donc ouais, clairement, c'était la course la plus difficile d'un point de vue technique, d'un point de vue chaleur, et puis d'un point de vue dénivelé aussi. Ouais, je l'ai trouvé très très dur. Et toi, sur Saint-Malo, tu arrives à te préparer à ce type d'effort? Parce que, on est quand même dans une région où on a moins de dénivelé et moins de cailloux. Bah, très bonne question. Et bah, pour se préparer pour les courses en montagne quand tu habites Saint-Malo, bah, c'est pas simple du tout. Et en fait, ce que je fais, et ça, j'ai intégré ça récemment à mon entraînement, c'est en fait, je prends des petites montagnettes qu'il y a à côté de Saint-Malo. Donc, si tu connais, il y a la Cité d'Alette, c'est pas très haut, hein, c'est 25 mètres. Ouais. Et il y a le Mont Garo qui est du côté de Saint-Suliac. Ça, c'est un peu plus haut, c'est 60 mètres. Ok. Et je fais des allers-retours. Je fais Ah des ouais. allers-retours dans les montées pour faire bah, 500, 1000, 1500 de D+, sur une session.
Ouais. C'est pas hyper fun, mais ça marche bien. Ouais. C'est ce que j'allais dire, niveau fun, il y a mieux, mais bon, il faut bien se préparer. Euh, ok, super, bah, génial. Et alors, si on s'arrête un peu plus sur justement comment se déroule une course pour toi, euh, j'imagine que quand tu vas même en Nouvelle-Zélande ou autre, en termes de logistique, ça va être enfin, ça va être quelque chose à préparer quand même. Ouais, après Nouvelle-Zélande, j'étais là-bas en PVT donc pendant un an. Ok, Donc en fait, je suis pas allé en Nouvelle-Zélande pour la course. J'étais en Nouvelle-Zélande pendant un an et j'ai profité de l'occasion pour participer à la Tarawera. ok, Mais sinon, bah, quand même, pour aller en Corse, pour aller dans les Alpes, bah, mine de rien, c'est quand même une logistique. ouais, Et ouais, il faut quand même s'organiser au niveau logement, au niveau transport, gérer aussi avec le boulot. J'ai la chance d'avoir un travail quand même où je peux prendre des vacances un peu comme je veux. C'est juste en fonction des patients hein, que je dois m'adapter. tout à Euh, fait. mais ouais, ouais, ça demande quand même une organisation. Ouais. Et t'as du monde qui t'accompagne tout le temps sur les courses? Alors, j'ai souvent des copains Ouais, avec qui je fais les courses. En fait, j'essaye de trouver des courses pour m'inscrire là où j'ai des copains qui vont aussi s'inscrire soit sur la même course, soit sur d'autres formats, mais sur le même événement. ouais, Et ça permet de s'organiser ensemble pour le logement, pour l'avant-course aussi et l'après-course. Et c'est tout de suite, c'est toujours plus sympa de partager ça. ouais, j'imagine. Bah, Mm. tu vois, moi, ce que je connais de l'ultra, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, c'est les professionnels, quoi, si tu veux. Et c'est vrai on voit beaucoup d'images de Mathieu Blanchard avec sa femme au ravito, etc., qui a des mots qui motivent. Toi, sur tous les amateurs, etc., pareil, tu as du monde qui t'accompagne sur ces moments-là précis ou alors pas Bah, spécialement? généralement, non. Ouais, Je gère la course de A à Z solo. Après, ça dépend. J'ai toujours des petites surprises. Bah, là, par exemple, sur la TDS, j'ai un pote qui est venu à plusieurs points du parcours. Il a même fait une petite partie de la course avec moi. ok, Et c'était pas prévu, en fait, avant la course. Juste, ça s'est fait comme ça. Bon, il a commencé à me suivre et il m'a suivi sur plusieurs points, mais à aucun moment je lui avais dit avant, ouais, ce serait cool que tu viennes me rejoindre. Non, il m'a fait un peu la surprise et c'était vraiment cool, quoi. Dès que je l'ai vu, forcément, ça motive, c'est mais c'est clair. pas un truc que je planifie avant les courses. Ok, très bien. Mm. Et alors justement, comment est-ce que tu arrives à gérer, parce que sur une course de plus de 100 km, comment est-ce que tu arrives à gérer bah, l'alimentation? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu as en tête, qui est planifié à l'avance? Est-ce que tu fais au ressenti? Comment est-ce que tu t'alimentes sur les ultras les plus longs? Alors, bah là, je vais prendre l'exemple de la dernière course que j'ai faite. Ça peut être pas mal sur la TDS. Donc, sur la TDS, donc, généralement, moi, je pars avec toute ma nourriture, toute la nourriture dont j'ai besoin sur la course. Je prends pas de. Parce que sur les trails comme ça assez longs, on a la possibilité d'avoir des drop bags, donc des sacs, souvent à mi-parcours, qu'on laisse et qu'on récupère en fait à mi-parcours, et dans lequel on peut laisser de la nourriture et on peut se délester également. Moi, je prends jamais le parti d'utiliser ce sac parce que je préfère avoir bah, tout avec moi, ne pas être dépendant d'un sac que je vais récupérer. Et voilà, j'ai l'habitude de faire ça et ça fonctionne plutôt bien. Donc sur la TDS, je suis parti, donc c'était 150 km et je suis parti avec 25 gels et à peu près une douzaine de pâtes de fruits. Et en fait, donc ça, je mange à peu près toutes les 40 minutes, je dirais, un gel ou une pâte de fruits en fonction de mon envie. Et en plus de ça, bah, je vais manger beaucoup salé en fait au ravitaillement. Donc beaucoup Ok. de gâteaux apéritifs, du saucisson, du fromage et des fruits. Donc c'est ce que je rajoute, voilà. Mais voilà, j'ai ce rythme-là en fait de toutes les 40 minutes, je prends ma propre nourriture que j'ai prévue en début de course. Et à chaque ravitaillement, je rajoute des fruits et du salé. Ok. Et ça, enfin, c'est mis à disposition par l'organisation? Ouais, exactement. Ouais. Sur Ouais. toutes les courses, maintenant, il y a des ravitaillements qui sont quand même bien consistants et ouais, il y a vraiment de quoi bien se nourrir. Il y a même souvent certains ravitaillements, il y a des plats chauds et des plats vraiment consistants. Moi, ça m'arrive très rarement d'en prendre. Comme Ok. je te dis, je suis plus sur les fruits et les petits trucs salés. Mais il y en a qui se font des gros plats de pâtes, Ouais, tout à fait. un certain ravitaillement, des soupes. Et tu ressens jamais trop la faim à la fin d'une course?
Bah, comme je mange beaucoup toute la course, finalement, en Ouais, fait, j'ai jamais faim parce que je mange avant d'avoir faim. Et je pense que sur un ultra, justement, si tu commences à avoir faim à un moment, ouais, c'est souvent un peu tard et, euh, et c'est problématique, ouais. Donc, généralement, j'essaie de manger avant d'avoir faim. Et donc, non, je ressens pas trop la faim, ni à la fin de la course. Par contre, quelques heures après la course, ouais, ouais, j'ai très faim. Ouais, ouais. ouais, j'ai très faim, mais paradoxalement, je mange pas beaucoup. En fait, j'ai l'estomac qui se resserre très rapidement. Ok. Et ça m'arrive souvent d'aller faire un restaurant justement avec les copains après l'arrivée et de pas Ouais, réussir tu à vas manger. finir mon plat parce qu'en fait, même si j'avais hyper faim avant le resto, en fait, il y a le corps qui, je pense, qui arrive un peu à saturation Mm. et l'estomac se resserre très vite. Ok. Ouais. Et l'autre truc aussi où j'ai pas parlé, c'est l'hydratation. L'hydratation Ouais, tout à fait. sur une course, c'est ultra, ultra important. Et en fait, bah, moi, je calculais la dernière fois, là, même sur la TDS, je suis quasiment à 1 litre par heure que je bois. Ouais, Donc, ça fait des quantités astronomiques ouais. en fait, d'hydratation. Et moi, je bois en fait pas de boisson d'effort, je bois principalement des mélanges eau pétillante, eau plate. Donc, je Ok. fais 3 quarts eau pétillante, 1 quart eau plate. Ok. Et je prends du coca, généralement, au ravitaillement quand j'arrive. Je Ok. prends tout le temps un demi-litre ou 250 millilitres de coca, quasiment cul sec, et pour avoir un apport en sucre très rapide. Et après, je remplis avec eau pétillante, eau plate. Ok. Et pas de boisson d'effort, c'est un choix parce que tu t'aimes pas ça, t'en ressens pas le besoin En ou... fait, je m'entraîne pas avec. Ok. Et donc, bah, comme je m'entraîne pas avec, j'en prends pas en course. Et comme j'ai commencé en fait à faire des ultras sans, je me dis que j'ai pas nécessairement besoin d'en prendre parce que généralement ça se passe plutôt bien. Donc je ressens pas le besoin des boissons d'effort. Après, je dis ça, mais sur la TDS, ça s'est très mal passé au niveau alimentation. Ok. Et notamment pour la petite anecdote, je dis qu'il faut manger salé. Et en fait, sur la TDS, je me suis retrouvé ce qu'on appelle l'hyponatrémie, c'est quand on manque de sodium dans le sang. Ok. Et donc, en fait, je suis arrivé à un ravitaillement complètement déshydraté et vraiment pas bien du tout. Euh, j'ai même vomi en sortant du ravitaillement et le médecin m'a gentiment demandé de le suivre parce qu'il il a bien vu que ça n'allait pas. Et en fait, il m'a demandé de faire un peu le compte de ce que j'avais mangé pendant la course. Et je lui ai expliqué que mon apport en sel, il était principalement dans l'eau pétillante. Parce qu'en fait, je prends pas de boisson d'effort, mais je prends beaucoup d'eau pétillante parce que généralement, donc, pour pas citer de marque, mais il y en a certaines où il y a quand même beaucoup de sel dedans. Ouais. Et en fait, le médecin m'explique là sur la TDS qu'en fait, c'était pas de l'eau pétillante classique, mais c'était de l'eau plate SodaStream. Ah oui, ok. Et donc, il y avait vraiment pas du tout de sel dans l'eau pétillante. Donc, en fait, j'ai bu quasiment que de l'eau plate pendant toute la course. Et donc, comme je te disais, des quantités énormes, hein. C'est plus de 30 heures d'effort. Donc, ça fait quasiment 30 litres absorbés sans sel. Et donc, je me suis retrouvé en ravitaillement ouais, en vrai manque de sel. Et j'ai dû m'arrêter 2 heures en mangeant énormément, énormément de sel Ok, ouais. pour pouvoir repartir. Mm. Pas Donc, facile. Ouais. les boissons d'effort, des fois, ça peut être intéressant justement quand il n'y a pas, quand il y a pas d'eau pétillante sur les ravitaillements. Et ça, bah tiens, ça fait une super transition. Quand ça va moins bien comme ça sur le plan physique, mentalement, tu restes, tu restes positif ou alors est-ce qu'il y a vraiment des moments plus difficiles pendant la course sur cet aspect mental quand ça va moins bien à niveau physique? Alors, quand ça va moins bien, mentalement, généralement, bah, je pense être bien préparé sur les ultras et j'arrive à bien supporter la souffrance. En fait, cette souffrance, elle devient non pas agréable, mais c'est une souffrance que je maîtrise. En fait, c'est normal de souffrir sur une course aussi longue. Et en fait, à l'entraînement, on apprend à supporter cette souffrance et à savoir qu'elle est normale et que malgré cette souffrance, malgré sa présence, on va quand même réussir à aller au bout. Et Ouais. il n'y a pas de souci. Par contre, quand la souffrance dépasse ce à quoi on s'attendait, Mm. là, ça peut devenir problématique. Et mentalement, ça peut être compliqué des fois. Donc, euh, donc ça dépend vraiment. Après, moi souvent je me rattache, souvent je fais un plan de course sur tous mes ultras. Et donc je sais à peu près, donc c'est un plan de course avec mes temps de passage
et un objectif de classement aussi à la fin. Mmh. Et donc, tant que je suis dans mes objectifs, finalement, mentalement, j'arrive vraiment à rester focus. Et même si je suis un peu dans le dur, bah, j'arrive à continuer à avancer et à garder vraiment cet objectif dans la tête et donc ne pas craquer. Mais j'ai remarqué que, notamment voilà, en Corse, où là, c'était vraiment très, très dur, bah, il y a un moment où, pareil, enfin, je lâchais vraiment dans la tête et j'étais en train de me dire, putain, je suis nul, quoi. Alors, c'était pas nul ce que je faisais, mais je voyais que je souffrais, que j'arrivais plus à suivre l'allure que je m'étais fixée. Et mentalement, je voyais que je lâchais, quoi. Je lâchais de plus en plus. Et à un moment, tu arrives à reprendre le dessus sur ces pensées négatives? Ou alors est-ce que ça reste jusqu'au bout, tu fais que combattre ça jusqu'à l'arrivée? Ou est-ce qu'il y a, tu arrives d'une certaine manière à te dire, bon non, mais oublie en quelque sorte le résultat, avance et retrouve du positivisme, quoi. Bah, ça dépend les courses. Et en Corse, c'est jamais revenu. Et toute la fin de course, ça a été un long chemin de croix. Et juste, ouais, j'ai fini Ouais. tranquillement la course et j'étais incapable de me faire mal, de recommencer à courir. Voilà. Et à la TDS, au contraire, malgré le coup de moins bien que j'ai eu, et j'ai dû m'arrêter 2 heures quand même à ravitaillement, c'est quand même très long. Et ben en fait, après, une fois que ça allait beaucoup mieux, une fois que c'était passé, bah, j'étais très positif et mentalement et physiquement, ça allait beaucoup mieux. Ok. Donc, c'est ça qui est un peu surprenant en ultra trail, c'est que le corps il réagit tout le temps différemment. Ouais. Et en fait, il n'y a aucune course qui est identique à une autre. Ouais, ça, c'est une partie que tu contrôles moins, quoi. Bah exactement, ouais. T'as beau te dire avant la course, non, je lâcherai pas, quoi qu'il arrive, je vais continuer et j'irai au bout. Bah, il y a des fois, ouais, il y a des pensées négatives qui arrivent et elles sont dures à maîtriser. Des fois, on arrive à reprendre le contrôle dessus. Et des fois, on lâche un peu mentalement. Après, en Corse, là où je disais que j'ai lâché mentalement, à aucun moment j'ai pensé à abandonner non plus. Donc, il y a différents stades, je pense, Ouais. dans, dans ces fractures mentales, entre guillemets. Ouais. Il y a différents stades. Et là, j'étais pas au point d'abandonner, mais juste au point où j'étais plus capable de tenir le rythme que je m'étais fixé parce que mentalement, j'arrivais plus à vouloir me faire mal. Ouais. Ok. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu t'es arrêté 2 heures pendant la TDS pour manger. Des fois, ça t'arrive de t'arrêter pour dormir pendant les courses? Bah, pour le coup, j'ai de la chance avec ça, c'est que j'ai jamais vraiment ressenti le sommeil sur une course. Ok. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que bah, généralement, je dors plutôt bien avant les courses. Il y a plusieurs ouais, choses qui peuvent expliquer ça. Je pense un bon sommeil avant la course. Et le deuxième truc, je pense que j'ai un apport en caféine assez important pendant les courses. Ouais. Et je ne bois jamais de café au quotidien. Donc, Ouais. je pense que ça doit avoir un effet assez positif bah, sur ma lutte contre le sommeil pendant les courses. Ok. Ouais, pour donner des chiffres, tu vois, je crois que je prends jusqu'à 1 gramme de caféine sur une course, D'accord. qui correspond en fait à 10 cafés. Ok. Et donc, c'est comme si ça équivaut à 10 cafés en fait, Hmm. de prix en 24 heures, là où Ouais. j'en prends zéro en temps Ouais, normal. Donc, effectivement, le corps, il n'est pas habitué à prendre. Ouais, donc, ouais, tu ressens jamais le sommeil ou la fatigue. Enfin, ou mm, forcément de la fatigue physique liée à l'effort, mais pas le ouais, mais sommeil. rarement l'envie de dormir, ouais. Très rarement l'envie de dormir. Et ce que je vois par contre pour bah, les autres personnes, il y a juste mon lave-vaisselle qui sonne. Je vais peut-être l'éteindre, je sais pas si on l'entend. Vas-y. Non, non, moi, j'entends pas, mais Ah vas-y, ouais, vas-y. tu l'entends pas? Bah c'est Ouais. bon alors, mais euh, ce que je vois et ce que je ressens sur les autres ultra-trailers sur les courses, ce qui est vraiment dur à gérer, c'est les transitions. Ok. Notamment la transition nuit-jour Ouais. et la transition jour-nuit. Mais la transition nuit-jour, paradoxalement, on a souvent l'impression que bah, quand le soleil se lève, l'énergie va revenir et c'est pas le moment où on va avoir des coups de barre. Et ben en fait, c'est un des moments sur les ultras où je vois le plus de personnes dormir Ouais. parce qu'en fait, la chaleur commence à arriver. Ouais. Et je pense que la transition, ouais, froid, chaud, nuit, jour, et ben, fait que certaines personnes bah, ouais, ressentent le besoin de faire une petite sieste. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, ça m'étonne pas tant que ça. Moi, pour mes 24 heures,
C'est le moment qui me fait le plus peur en quelque sorte, parce que je me dis, moi, comme c'est le principe de faire une boucle, j'aurai du monde qui va m'accompagner, qui pourra faire une boucle, deux boucles comme ils le souhaiteront. Et je me dis qu'il y a pas mal de monde qui voudra faire la nuit pour l'expérience de courir la nuit. Par contre, au petit matin, il y aura moins de monde qui sera présent. Et j'ai un peu peur de ça, effectivement, de se dire, ah bah, ça va être plus facile et finalement pas tant que ça, quoi. Donc, tu confirmes ce passage un peu difficile. Et pour revenir sur ton expérience à toi, tu disais que tu dormais bien avant les courses. Est-ce que tu prolonges tes nuits, tu fais en sorte de bien dormir pendant une semaine, ou alors est-ce que simplement tu as un bon sommeil et tu fais pas forcément plus attention que ça? Non, bah en fait, j'ai pas un très bon sommeil en temps normal, Ok. mais avant les courses, généralement, j'arrive à plutôt bien dormir. Ouais, ça m'arrive en fait de faire des fois de mal dormir les nuits qui précèdent la course, donc c'est-à-dire deux, trois nuits avant la course. Ouais. Mais la nuit qui précède la course, généralement, ça se passe assez bien. Du moins quand les départs sont en soirée. Ouais. Après, quand les départs sont tôt le matin, c'est beaucoup plus compliqué de se coucher. Parce que je pense à la Tarawera, là où le départ était à 4 heures du matin. Et donc, on devait prendre des navettes, il me semble, c'était à 2 heures. Et donc, c'était réveil 1 heure. Enfin, et là, en fait, se coucher à 20 heures, c'est impossible pour Ouais. moi. Je suis Ouais. incapable de dormir tôt. Mais quand c'est des nuits normales, où, voilà, c'est OK pour moi de me coucher à 22, 23 heures et j'essaie de dormir le plus longtemps possible. Ouais. De me Ouais. lever quand c'est un départ à minuit. J'essaye de dormir le plus longtemps possible le matin. Ouais. Ok, très bien. Euh, eh ben, c'est top. Et à la fin de la course et les jours qui suivent, j'imagine que là, par contre, tu dois ressentir de la fatigue et peut-être même un vrai besoin de récupération pendant les jours, les semaines qui suivent une grosse course. Ouais, 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 c'est après des courses aussi longues, il y a quand même une fatigue physique qui est importante. Donc souvent, on a quand même bien mal aux jambes. Et en plus de ça, bah, on a envie de dormir. Après les courses, voilà, dès que j'ai passé la ligne, dès que je termine la course, je reste un peu discuter avec les coureurs que j'ai croisés, les copains qui sont présents à l'arrivée. Et ça doit durer 1 heure. Et au bout d'1 heure, je rentre et poum, j'écrase complètement. Et peu importe l'heure d'arrivée, même si j'arrive à 7 heures du mat, je sais que je vais dormir 8, 9, 10 heures Ok. consécutifs après la course. Ouais. Ok. Ouais. Et après, je dirais qu'il y a pendant 2 semaines, il y a quand même une fatigue où de temps en temps, il y a des coups de sommeil et donc un besoin de dormir beaucoup. Mm. J'imagine. Et sur ces semaines-là, tu ralentis aussi ton volume de course. J'imagine que tu reprends tranquillement au fur et à mesure pour retrouver un volume peut-être plusieurs semaines après, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, je dirais qu'en moyenne, je reprends la course 7 à 10 jours après la fin d'une course. Ok. Et je vais reprendre avec des toutes petites sorties, des sorties de 3-4 km sur la Mm. première sortie, et pour bah, réaugmenter progressivement euh, jusqu'à mes sorties que je faisais avant la course. Mais c'est vraiment une augmentation très progressive, et j'écoute énormément mon corps, j'attends d'avoir aucune douleur avant de reprendre la course, Ok. et j'augmente pas mes distances d'entraînement avant de vraiment me sentir à nouveau frais, à nouveau bien. Ouais. Ok. Et donc ça prend ouais, donc 7 à 10 jours pour reprendre tranquillement, et puis après ça reprend encore 1 à 2 semaines, j'imagine, au moins, quoi. C'est ça. Après, ça va assez vite quand même. À partir du moment où on peut reprendre la course à pied, je monte assez vite. Mais ouais, ça prend, je dirais en tout, je dirais qu'il faut, après une course très longue, je dirais qu'il faut au moins 4 semaines avant que je puisse vraiment reprendre mes entraînements comme avant, notamment réintégrer le fractionné, enfin la haute intensité. Mm. Au moins 4 semaines. Et, ouais, 2 semaines avant de pouvoir refaire 2, 3 semaines avant de pouvoir reprendre des semaines avec un volume important. Ouais, ok. Et donc là, si on se projette un peu dans l'avenir, pour toi, tu as des objectifs de course que tu n'as pas encore fait et auxquels tu aimerais participer? Bah, je me suis toujours dit ouais, qu'il y avait 4 grandes courses auxquelles j'aimerais participer. Il y a bah, forcément l'UTMB, Forcément. un peu, voilà, un peu le Graal de tout ultra trailer.
Il y a comment la Diagonale des Fous, Tout à qui est fait. quand même pareil aussi très mythique. Et après, il y a deux courses aux États-Unis qui sont la Hard Rock Ouais, et la Western. C'est des courses qui sont beaucoup plus difficilement accessibles que les deux autres, ouais, mais c'est des courses auxquelles j'aimerais beaucoup participer. Donc voilà, c'est moi j'ai commencé le trail il y a seulement 2 ans, hein, donc ouais. j'ai quand même encore, je suis quand même encore très novice dans la discipline, donc j'ai encore le temps pour les faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et à aucun moment, quand tu sors d'une course, tu dis putain, plus jamais, quoi. Non, jamais, non. Non, non, je me suis jamais dit ça. Et à chaque fois, je prends un plaisir dingue. Et même quand je souffre, en fait, euh, entre guillemets, on est là aussi pour ça, quoi. Je connais aucun ultra-trailer qui ne souffre pas sur une course. Donc, si tu détestes la souffrance, bah, c'est un peu bizarre de se lancer sur ce type d'effort. Donc, même quand je souffre et quand ça se passe mal, comme je te disais tout à l'heure, quand c'est une souffrance qui est bah, Autre... excessive et trop importante par rapport à ce qu'on a prévu, et bah, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Soit ça vient de l'entraînement, soit ça vient de la gestion de l'effort pendant la course, de l'alimentation. Enfin, il y a forcément une raison. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce sport, c'est que bah, cette raison, il faut la trouver. Et à partir du moment où tu la cibles bien et que tu es capable, du coup, bah, de trouver les solutions pour changer ça, et bah, c'est ultra intéressant en fait. Ça rend ce sport ultra passionnant où il y a toujours quelque chose à trouver pour s'améliorer. Et en fait, ouais, c'est impossible de faire la course parfaite, je pense, de gérer parfaitement son entraînement, de gérer parfaitement une course. Et donc, ça rend ce sport ultra passionnant parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut C'est toujours ça. s'améliorer. Ouais, top. Bon, super. Bah, écoute, je pense on a pas mal fait le tour de beaucoup de sujets. Pour finir, il y a quand même il y a quelque chose faut qu'on aborde. Euh, on m'a dit que tu étais tellement facile en montagne que même quand tu allais faire de la randonnée, tu lestais ton sac avec une planche à palais en plus, quoi. Ouais, ça, c'est un petit délire qu'on a fait avec les copains. Ça a commencé bah, justement sur le GR20 en Corse, où j'avais pris la planche de palais. Je crois que c'était parti d'une blague, d'un délire entre potes. Et on m'avait chauffé, on m'avait dit, ouais, tu prendrais pas la planche de palais? Et moi, j'ai pris ça au sérieux. Et en fait, bah, du coup, j'avais fait le GR20 avec la planche de palais sur le dos. Et donc, ça, c'était il y a 2 ans. Et cette année, ouais, pour faire le tour du Mont Blanc en randonnée, Ouais. bah, j'ai refait la même chose et j'ai repris la planche de palais. Ouais. Je trouvais ça marrant. Ouais. Pour jouer au palais sur les sommets des montagnes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, mais j'imagine qu'en Corse, quand même, ça doit être assez encombrant dans les passages les plus accidentés. Non, ça va? Ouais, ça va, ouais, c'est un peu chiant à des moments, mais j'avais juré de ne pas me plaindre parce que j'avais pris cette planche de palais, donc à aucun moment je me suis plaint de cette planche. Et en vrai, on a passé des très bons moments avec, donc c'était à Ouais. refaire. Et c'est des bons souvenirs. En plus, le truc, c'est qu'on l'a fait dédicacer en fait par tous les refuges par lesquels on passe et les gens qu'on rencontre. Et Ok. donc à l'arrivée, ça fait un super souvenir aussi de ces aventures. Ah, top. Bon, et alors un dernier dilemme. Entre le GR20 ou le TMB en randonnée, qu'est-ce que tu préfères? Lequel t'as préféré faire? Alors, lequel j'ai préféré? Celui que j'ai préféré, quand même, c'est le GR20 parce que, il y a ce côté nature, ce côté mythique sur le GR20. Ouais, il y a vraiment cette sensation d'être perdu dans la montagne sur le GR20. Là où sur le Tour du Mont Blanc, bah, c'est beaucoup plus fréquenté, beaucoup plus touristique, il y a beaucoup plus de refuges, donc un peu moins ce côté où on quitte la civilisation parce qu'en fait, toutes les 2 3 heures de marche, on retombe sur un refuge et où on peut manger, dormir. Alors qu'en Corse, bah, c'est beaucoup plus compliqué. À des moments, c'est beaucoup plus long. Il y a des passages quand même beaucoup plus durs aussi. Ouais. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé la Corse. Si je dois faire un classement, mais bon, il faut pas vraiment faire de classement sur les chemins de randonnée parce que c'est des aventures et des expériences complètement différentes. Mais la Corse, ça reste exceptionnel. Et toi, tu l'as fait, donc tu dois bien J'ai exactement le même savoir avis quoi te que dire. toi.
quand je parlais du TMB en rentrant, ce que j'ai fait, on a fait le TMB aussi cet été. On était en même temps d'ailleurs, je pense. Euh, Exactement, on avait 3 jours d'écart, ouais, vous étiez juste devant. Ouais. on avait sûrement 3 jours au début, mais un peu moins à la fin. Ouais, je sais pas. Ouais. Et effectivement, c'est le retour que je faisais à tout le monde, c'est que on a moins ce côté perdu dans la nature sur le TMB. Mais par contre, on l'a vu sur le Mont Blanc, certaines fois, quand on rebascule en France, par exemple, c'est exceptionnel, au col de Balme. Ouais, c'est exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a des points de vue Top. vraiment beaux aussi sur le TMB. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Bon, bah, Alex, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je vais te souhaiter plein de réussite dans l'Ultra Trail. Et puis, Bah, merci beaucoup, hein. Et puis bah, moi, je te remercie pareil pour l'accueil, c'est super sympa. Et puis bah, je te souhaite tout mon courage et toute ma force pour ton challenge. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tu vois, il faut juste appliquer ouais, la bonne recette et puis ça peut le faire. Ouais. ça marche. Et Super. ça Bah, va le merci faire. beaucoup. Génial. Allez, à bientôt, Alex. Salut Eloane.